Donc ça, c'est juste pour dire qu'il y a des institutions qui passent parfois un peu sous les radars, y compris vis-à-vis des élus. Et pourtant sont essentielles, car je ne vois guère de valorisation des résultats lorsqu'il n'y a pas d'avancée des connaissances. Or, il y a des institutions qui sont chargées de l'avancée des connaissances, telles que, et en particulier pour la Bretagne et le Morbihan, l'UMR 65-66 du CNRS, ces différents chercheurs ont un impact extrêmement important dans ce sens-là. Cette UMR est structurée en équipes, et chaque équipe en thème. Or, il se trouve qu'il y a une équipe transchronologique qui se charge de l'étude des architectures, dirigée par un collectif, des gens qui s'occupent d'architecture moderne, d'architecture médiévale, antique, et des mégalithes. Et avec Philippe, nous animons un thème sur les mégalithes au sein de cette équipe. Donc c'était pour signaler que cette journée se passait aussi dans ce cadre-là, sur le plan scientifique, et que c'est quelque chose qui, sans ce renouvellement des connaissances, j'insiste beaucoup, il n'y a pas de bonne valorisation des connaissances, et tout le travail que Philippe fait dans le secteur en est une bonne illustration. Puisque si nous sommes aussi bien reçus aujourd'hui, et vraiment on en remercie énormément tous les élus et toutes les institutions qui ont financé ce colloque, c'est aussi de par ton action depuis de très très nombreuses années sur le secteur. Voilà. Donc je pense qu'il n'est pas la peine de s'étendre beaucoup plus sur le sujet, et on va passer à quelques éléments d'actualité, parce que cette recherche sur les mégalithes ne se limite pas seulement au Morbihan, qui est passionnant en soi, un secteur extrêmement riche effectivement, et livre des éléments extrêmement intéressants. Ceci étant, ce n'est pas non plus le seul, comment dirais-je, ni les seuls mégalithes qui existent au monde, ni même les seuls qui soient, dans ce cas-là, en cours de classement. Mais je vais vous parler de mégalithes qui sont déjà classés au patrimoine mondial, ceux du Sénégal. Alors plus exactement, il y a 4 nécropoles, celle de Ouanar, qu'on a fouillée, celle de Singayen en Sénégal, de Ouassou et de Kerbatch en Gambie, qui elles sont déjà classées depuis 2006 au patrimoine mondial. Et là, c'est de nouveaux travaux qui vous sont présentés en quelques minutes, qui sont en cours. Je suis revenu d'Afrique pour être avec vous aujourd'hui, puis je repars dès demain, en fait. Et ces travaux concernent à la fois des cercles mégalithiques, vous les avez à l'écran, qui datent du XIe, XIIIe siècle de notre ère, des cercles de pierre dressée. La suivante, ouais, je vais aller là-bas. Au centre desquels se trouvent des fosses sépulcrales. Ici, on a peut-être le cas d'une personne qui a eu peut-être quelques difficultés, parce qu'il semble bien avoir eu les pieds, les poignets et les chevilles liés, et la personne est inhumée dans une position avec des contorsions un petit peu particulières. Ça, c'était dégagé il y a à peine quelques semaines. C'est un secteur en Afrique de l'Ouest où ce que nous appelons les funérailles sont traditionnellement divisés en 3 éléments distincts. La mise au tombeau, d'un côté, la monumentalisation des lieux, qui correspondent au cercle de pierre dressée, et puis l'ancestralisation du défunt, d'autre part. Et par ailleurs, au-dessus de la tombe, on trouve souvent une petite construction en terre crue, c'est pour ça, on y reviendra plus tard, qu'il ne faut pas toujours dissocier totalement les matériaux. Et François Lévesque, qui est avec nous aujourd'hui, est venu sur le terrain il y a quelques semaines pour tester une nouvelle méthode sur le magnétisme dont il nous parlera beaucoup mieux. Je ne sais pas si François est là, si tu veux ajouter un mot pour commenter cette diapo, mais très rapidement, qui permet de valider en quelque sorte nos observations de terrain. Alors on est bien content parce qu'on a nos yeux, on a notre toucher, parfois même un peu l'odeur. Et là, François nous apporte un 6e sens, en quelque sorte. Je te laisse le micro pendant 1 minute. Oui, donc sur cette image, on est en train de regarder simplement la réponse du matériau à une excitation magnétique. Et on voit qu'on a des différences de réponse en fonction des matériaux. Donc c'est cette différence de réponse qui nous donne un 6e sens et donc nous permet de voir sur des différences de propriétés magnétiques des différences de matériaux. Merci François. Et ça nous montre aussi que cette étude des mégalithes ne s'est jamais, dans l'histoire de la recherche,
a été totalement dissociée de ce qui se passe ici, n'a jamais été totalement dissocié de d'autres phénomènes qu'on connaît ailleurs. Et les progrès technologiques que François vient de vous montrer pourront être appliqués dans quelques temps, ou sont en cours d'application, y compris sur les rivages atlantiques, nos rivages atlantiques. Il y a un dialogue permanent entre ces différents éléments. Notre type de monument qui est fouillé sur la même nécropole, c'est ce type qui était défini comme des cercles pierriers. Les fouilleurs précédents ne s'étaient pas aperçus que la couronne de pierre autour, c'était les murs effondrés. Donc en fait, il s'agit d'une case, comme on en trouve en pays Bassari, qui est une maison funéraire, mais qui a été construite après l'enterrement du ou des défunts. Et voici la restitution que l'on peut faire de l'histoire du site. En fait, c'est ce qui apparaît dans le paysage comme des ruines mégalithiques, qui a même été classé patrimoine mondial comme, par comparaison avec Stonehenge, par exemple. En fait, il s'agit de maisons des morts, avec sans doute une toiture au-dessus. C'est plus du tout la même image, mais ça vaut pour beaucoup de mégalithes, ici comme ailleurs dans le monde, une fois qu'on a fait les fouilles. Et puis parallèlement, quelques travaux sur ce qu'on appelle un petit tumulus pierrier. Parfois, il y a une pierre dressée à l'extrémité orientale, avec un petit dépôt céramique. Ça, c'est Kader Faye qui en a la responsabilité, un étudiant de nationalité sénégalaise, mais doctorant à l'université de Rennes, qui a pris en charge la fouille. Et on est en train de mettre en évidence la présence d'une maison en terre crue, bâtie sur le fond de la fosse. Et d'ici quelques jours, on saura s'il y a bien une sépulture au fond. Voilà pour l'actualité de la recherche, qui est en cours, et qui n'est pas sans interaction avec ce que nous faisons ici également. Et puis quelques mots sur un ouvrage collectif que nous venons de faire paraître avec Jean-Marc Large, Laurence Nespoulos, Chris Kerr qui est avec nous, Tara Steimer, qui concerne les mégalithes dans le monde. C'était pour vous, qui est paru il y a quelques mois seulement. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas dépassé mes 5 minutes. Et je laisse la parole au suivant. Merci. Je vais appeler Claire Tardieu, qui va nous présenter un petit peu tout son travail sur les Landes de Monteneuf. Bonjour à tous. Cet après-midi, moi je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le site des Menhirs de Monteneuf, qui est un site qui est vraiment à cheval entre les problématiques dont on parle ce matin, puisque c'est un site qui est en cours de recherche, mais qui est également ouvert au public et qui donc est valorisé. Le site, il se situe donc en Bretagne, à l'est du Morbihan, et il se situe sur un emplacement dans un contexte paysager assez spécifique dont on a déjà parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, à la fois en sommet, sur un point haut, sur votre gauche en brun, vous avez une carte topographique, et sur votre droite, vous avez une carte des zones humides. Vous avez également au point rouge le site de Monteneuf, et qui permet de voir aussi qu'il se situe à nouveau sur une frange de zone humide. Donc avec ces deux caractéristiques paysagères qui sont des récurrentes que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les lieux d'implantation des fils de pierre dressés. Mais avant de vous parler des nouvelles recherches que l'on mène sur le site, moi je voulais vous parler un peu vraiment de comment on travaille sur ce site, un peu comme ce qu'on a vu en Andalousie ce matin, puisque un site qui est ouvert au public, dont on a la volonté comme ça de transmettre les recherches directement, eh bien c'est aussi une gestion qui est mise en place. Et du coup ça ressemble aussi au diagramme que l'on a pu voir ce matin, avec cette interaction entre les trois champs, les connaissances et les recherches d'un côté, puisque forcément, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, il faut que ce qu'on veut médiatiser et transmettre au public puisse se fonder vraiment sur des acquis scientifiques et des connaissances actualisées. Ensuite, tout un champ de préservation, dans lequel on va retrouver aussi bien la conservation, comme elle a été évoquée, que la préservation en général. Et évidemment, tout ce qui est forme de valorisation et de médiation, qui va pouvoir prendre des formes différentes selon les objectifs que l'on se fixe, selon les publics ciblés, selon l'information que l'on va transmettre. L'objectif de tout ça, eh bien, c'est de pouvoir transmettre ce patrimoine aux générations futures.
Et l'ensemble de ce champ de connaissances devrait permettre d'y aboutir. Je vais vous l'expliquer prochainement. Donc, dans les dernières recherches qui sont menées, eh bien, elles viennent en réponse à différentes questions et différents objectifs que l'on s'est fixés sur le site. Les premières, évidemment, sont des questions archéologiques par rapport à ces fils de pierre dressés qui sont connus depuis une trentaine d'années. Donc on savait qu'on n'en connaissait qu'une petite partie, mais on ne savait pas réellement l'extension du site, ni l'organisation architecturale, quelle était la forme, la disposition de ces pierres. Donc l'idée était vraiment de pouvoir travailler sur l'architecture de ce site, et pour ça, il fallait absolument en connaître plus, donc avoir aussi des méthodes de recherche qui permettent de traiter de grandes surfaces. Ensuite, le site des Menhirs de Monteneuf, il se trouve au sein de la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf. Donc, elle est classée pour un paysage de landes. Les landes, ce sont ces paysages arbustifs qui poussent sur les terres très pauvres et qui sont liés à l'action de l'homme, puisqu'apparu au néolithique et entretenu ensuite pendant des millénaires pour la fauche, la pâture ou d'autres actions. Et depuis les remembrements et les mécanisations des champs, ce milieu tend à disparaître. Or, c'est un lieu qui abrite une biodiversité très riche. Et si on veut pouvoir permettre à cette biodiversité de continuer d'exister, il faut restaurer ces landes. Et ces landes, elles se dégradent s'il n'y a plus d'action de l'homme et elles se reboisent. Or, vous avez sur la même parcelle des pierres, des menhirs qui sont tombés dans l'oubli, qui sont couchés, et des landes boisées qu'il faut déboiser. L'idée est que les deux patrimoines soient préservés conjointement, et donc il fallait pouvoir abattre ces arbres sans porter atteinte au paysage mégalithique qui était dessous et qu'on ne connaissait pas encore. Et enfin, du fait de ces deux patrimoines exceptionnels, le site est déjà doublement protégé, et au titre de la réserve naturelle, comme je viens de vous le dire, et au titre d'une inscription au monument historique, ce qui fait que ce site n'est pas en danger. Et donc, du coup, on trouve intéressant de pouvoir garder le terrain en réserve scientifique pour les archéologues du futur qui se poseront d'autres questions. Donc, on voulait quand même pouvoir répondre à tous ces objectifs tout en gardant cette réserve. Et c'est ce qui nous a amené à mener des prospections archéologiques. Alors, les prospections, ce sont des prospections pédestres presque classiques, à l'exception, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche, qu'elles font appel à un pic métallique léger qui permet de sonder le sol et qui, à l'écho, va pouvoir nous permettre de savoir si ça sonne pierre ou pas. Une fois que ça sonne pierre, on va venir dégager systématiquement pour ensuite pouvoir étudier cette pierre. Le but va être de différencier si la pierre qui est décelée est un affleurement ou si c'est une pierre qui a été détachée. Si ensuite elle a été détachée, c'est une logique en entonnoir. Si elle a été détachée, est-ce que c'est aux périodes historiques ou préhistoriques? Éventuellement, est-ce qu'elle a été mise en forme? Mais surtout, est-ce qu'il y a des traces de météorisation qui vont nous permettre de savoir si elle a été dressée ou pas, et donc de pouvoir voir si c'est un menhir qui vient compléter l'architecture déjà connue du site. Évidemment, il y a toute la phase de cartographie et de photos pour garder mémoire, puisqu'ensuite, cette partie du site n'est pas forcément directement valorisée, puisque je vous ai dit qu'elle voulait être en réserve archéologique, donc la nature va reprendre ses droits, et les pierres vont redisparaître visuellement, mais seront conservées par les outils qui ont été mis en place. Donc aujourd'hui, sur le site, on dénombre 542 menhirs suite à ces prospections. Donc sur cette carte, vous avez en plein cœur des points violets, qui sont la partie historique du site, qui ont été fouillés par Yannick Le Cerf dans les années 80, qui se composent de 42 menhirs répartis sur 1 hectare. Et tout autour, les points rouges et oranges que vous avez, ce sont les autres menhirs, donc vraiment les pierres qui ont été décrites et identifiées comme menhirs et qui viennent étoffer le site, agrandir. Et donc on voit que l'extension du site, elle va de l'est vers l'ouest. Et en fait, probablement, on n'est pas au bout, puisqu'on est dans un séminaire actualité de la recherche. Je vous fais part d'une carte. On voit qu'au nord-ouest, il y a à nouveau d'autres pierres qui ont été découvertes au moment de travaux de gestion sur la réserve naturelle. Évidemment, on imagine que le hiatus qu'il a est un hiatus de connaissances, mériterait d'être étudié pour voir si le site se prolonge ou pas, même si déjà on a des indicateurs là qui pourraient laisser le penser. Et évidemment, quand on rejoint ça avec l'ensemble topographique, on voit que les alignements, ils se poursuivraient vers les points élevés et vers les zones humides d'un point de vue paysager.
Et comme on est sur un site valorisé, eh bien l'idée est vraiment de transmettre le fruit de ces recherches directement au public, comme je vous le disais, et directement aux différentes sortes de publics. Évidemment aux enfants, comme on entend beaucoup le parler, qui est finalement le public un peu le plus simple à toucher parce qu'ils sont très réceptifs et ils sont encadrés par l'école, au public touristique, mais également au public local. Parce que si on veut pouvoir préserver ces sites et les transmettre, il faut qu'il y ait une véritable appropriation et compréhension des sites par tous, et notamment par les habitants. Et ce que je vous propose, c'est de vous expliquer l'esprit de la valorisation qui est mis en place à travers un exemple concret, qui est la création d'un espace de reconstitution, justement pour transmettre le fruit de ces prospections au public. Donc un espace de reconstitution, c'est un lieu qui est présenté pour venir compléter le parcours visiteur sur le site, en plus du site archéologique. Et cette fois, il est dédié à la recherche archéologique. Et comme sur l'ensemble du site, alors il est possible que certains d'entre vous, bien sûr, ne connaissent pas le site, donc je vais vous expliquer un petit peu l'esprit dans lequel l'ensemble de la valorisation du site est menée. Eh bien, il y a d'abord de l'interprétation et de l'immersion. L'idée de l'interprétation, c'est vraiment la valeur forte qui va guider notre valorisation sur le site. Comme on le disait ce matin, il va falloir véritablement se poser des questions et pouvoir y répondre. Et pour ça, on a vraiment eu envie de permettre aux visiteurs de comprendre par lui-même le patrimoine en lui dévoilant la réalité des choses. Et évidemment, une partie d'immersion pour faciliter l'accessibilité en mettant le public dans l'action, en le mettant au cœur de la scène. Et c'est pour ça que le nouvel espace de reconstitution, il va mettre le visiteur en situation d'être l'archéologue du site. Donc cet espace, il a pu être développé dans le cadre de l'appel à projet Mégalithe, dont vous a parlé Madame Gallo ce matin, et qui va reprendre, à travers l'interprétation et l'immersion, véritablement toutes les étapes de la recherche, depuis les questions que l'on se pose sur pourquoi on mène une prospection, les méthodes développées avec le piquetage, la lecture de pierres, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire de ces résultats et qu'est-ce que ça va nous permettre en termes de préservation du site pour le futur. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a une partie plus détaillée sur l'espace d'exposition pour essayer de respecter le délai. Et pour finir, je vous dirais que voilà, je vous ai présenté l'esprit du site, comment on peut faire collaborer véritablement recherche, valorisation sur un site, mais que sur le site, c'est véritablement un archéosite et que donc il y a encore bien d'autres outils de valorisation et de médiation à découvrir actuellement et à découvrir dans le futur en fonction des avancées scientifiques et pédagogiques. Je suis le suivant. Donc, on va parler de quelques interventions que j'ai pu réaliser cette année. On va directement aller toujours dans le secteur de Tusson, en Charente, sur une nouvelle fouille qui vient de débuter cette année sur le tumulus du Magnou, qui est un monument qui se situe dans le prolongement des tumulus, des longs tumulus allongés du même nom, Tusson. Voilà, donc on a fait une intervention cette année, le but étant de prolonger un peu tout ce programme de valorisation, de mise en valeur et de connaissance sur ce site exceptionnel, qui viendra compléter déjà les fouilles qui ont été menées ici sur le Petit Dognon, sur tous les travaux qui sont réalisés à l'heure actuelle par Vincent Hart dans le cadre de son PCR, de monumentalisme et territoire du au néolithique entre Loire et Charente, où pour sa partie il s'intéresse beaucoup plus aux relations habitat et sépulture. Moi je suis plus sur le côté architecture. Donc on a investi ce monument qui semblait être intact au départ et qui finalement on s'est aperçu il y a 2 ans, voire 3, je ne sais plus exactement une année près, mais toute la partie sépulcrale avait été entièrement détruite et toutes les dalles récupérées. Il n'y a plus rien en place du côté sépulcral. Du coup, on en a profité pour commencer à s'intéresser à la masse tumulaire avec les méthodologies que je vous ai expliquées ce matin en lecture, là pour le moment, une lecture horizontale
et ça a permis de mettre en évidence un tumulus vraiment circulaire d'environ 15 mètres 50 de diamètre, qui est saucissonné un peu comme une part de gâteau, avec des constructions en pierre sèche qui viennent, qui sont positionnées ici. Celle-ci doit aller jusqu'au bout. Donc, on va regarder comment ce monument a été construit, quel est le phasage de ces constructions. Mais déjà, on s'est aperçu que dans ce secteur ici, ce ne sont pas des parements circulaires, un deuxième parement circulaire, c'est simplement des murets en ligne droite. Par contre, ils ne sont absolument pas présents sur la partie droite du monument. C'est le début des fouilles. Est-ce qu'il y a d'autres structurations internes? Ça, pour le moment, ce n'est pas encore assez dégagé, ce n'est pas encore assez lisible. On va refaire un deuxième passage et l'ensemble du monument va être fouillé. On va regarder un peu comment tout ce monument a été construit. Le couloir a également été complètement détruit. On a simplement le négatif et un éboulement à l'intérieur. Donc ça, c'est une partie, on espère éventuellement que la partie sépulcrale, éventuellement du couloir, soit encore en place. On verra ça. Les belles découvertes, c'est une petite abside qui vient ici à l'arrière du monument, dans le prolongement du couloir. Et cette petite abside est remplie de corps et de poteries. Et la première datation qui vient juste d'arriver situe cette petite abside exceptionnelle entre 4000 et 3008 avant Jésus-Christ. Il y en a une seconde ici. On a probablement en place un cimetière néolithique. Alors après, il reste à déterminer l'âge de tout ça et la chronologie. Est-ce que cette petite abside se prolonge dessous ou pas? Voilà, c'est pour l'année prochaine. Le site de Quibi, où on a vu ce matin rapidement le monument de gauche, de trait de 8. Cette année, on a particulièrement fouillé et étudié le monument trait de 9, qui lui ne semble pas présenter de phasage comme le monument trait de 8. Il semblerait que ce monument ait été construit d'un seul jet et qu'il n'ait pas été agrandi. Par contre, tout autour, effectivement, vous voyez, il y a plein de fosses. Ça a été très compliqué de fouiller toutes ces structures annexes qui s'empilent les unes sur les autres. La fameuse statue menhir se situe ici, dans une fosse, qui nous donnera probablement une datation très intéressante, puisqu'elle fait partie d'un foyer qui a été construit, qui a été mis en place dessous. Voilà. Et vous avez tout autour du monument des fosses d'extraction de matériaux. On pensait, suite aux prospections géophysiques, qu'on avait affaire à des carrières d'extraction de pierre. Il n'en est point le cas. Ce sont simplement de l'extraction de limon, peut-être à la période bronze ou pas, probablement, parce qu'un tesson de l'âge du bronze a été trouvé dedans. Mais ça reste encore à confirmer. 3 sépultures, probablement de l'âge du bronze, ici, 1, 2, 3, qui sont venues aussi se rajouter par-dessus. Des structures encorbellées qui se sont effondrées avec une grosse masse tumulaire de limon. C'est des structures qui ont souvent été fouillées par Jacques Briard. Et on retrouve un peu la même configuration, même si nous n'avons pas de mobilier à l'intérieur. Et cette fameuse statue menhir qui, elle, fait partie d'un complexe architectural assez particulier, d'un hérissonnage de pierre recouvert de limon, et on a également un fossé ici périphérique d'une structure en bois qui devait exister dans un premier temps lors de la réappropriation de ce tumulus. On a également un petit muret ici en briques crues qui est très intéressant. Le monument lui-même possède deux parements concentriques qui ont probablement été construits en même temps et une petite banquette qui se situe dans cette zone-là qui est venue s'incruster dans ce parement. Alors, je vais assez rapidement. Donc la dalle de fond, on l'avait enlevée, elle avait été détruite, complètement cassée. On verra ça demain matin. Au centre, on a une belle fosse ici qui n'est pas une fosse de poteaux. Voilà, elle est présente. On aura une datation aussi pour ça, un couloir qui est dallé. Et ce qui est original, c'est que sous le premier parement, on a tout un muret en terre qui a été construit à peu près de 20 cm de hauteur. Et on se demande si ce petit muret en terre, qui n'est pas de la brique crue, qui est du limon, n'a pas servi de rampe pour faire basculer les pierres à l'intérieur de l'espace sépulcral. C'est quelque chose qui a rarement été observé. Voilà. On a pu mettre ça en évidence.
Donc voilà ça, c'est la jonction de la banquette. Hein, vous voyez, c'est cette petite banquette qui vient s'incruster dans le parement. On a vraiment un endroit qui a servi d'ancrage à ce petit muret. C'est un détail architectural, là encore, intéressant. Voici ce petit muret en terre qui a été découvert tout autour du tumulus. Le couloir d'accès n'a pas été entièrement fouillé. Par contre, on a vraiment un bouchon de fermeture ici qui est bien délabré, mais qui est encore en place, et probablement un seuil ici, qui n'est pas un muret de condamnation d'entrée, mais plutôt un empilement de petites dallettes. Et parmi ces dallettes, il y avait 2 stèles anthropomorphes cassées, et on en a trouvé 2 autres dans les tumulus de l'âge du bronze, dans la conception architecturale de ces derniers. Donc ça fait 4 sur ce monument, plus la belle stèle anthropomorphe de trait d'huile. Voilà, des pierres dressées qui sont au moins contemporaines, sinon antérieures au monument. Et on a également à proximité de ce trait de neuf, une autre pierre dressée. On en a fouillé une partie, on a laissé le reste pour des datations OSL et ce sera entièrement démonté l'année prochaine pour voir si on ne peut pas avoir d'autres moyens de datation. Tout ce système de fosses est très complexe, ça a été creusé, surcreusé, remblayé. Voilà, toute l'étude est en cours, évidemment. Et voici un peu cette chronologie des structures annexes, avec la mise en place très curieuse tout autour du monument de ces fosses, comme une certaine ritualisation. Voilà, on peut guère aller plus loin. La présence de la fameuse statue menhir ici, qui est venue dans un premier temps, peut-être même avant ces petites fosses, et une réoccupation à l'âge du bronze par 3 sépultures, et le monument trait d'huile a également connu cette réappropriation à l'âge du bronze avec un peu ces mêmes sépultures. Là, je reviens depuis une semaine, j'étais en Éthiopie, alors là, je fais le relais aussi de Vincent Hart sur une équipe pluridisciplinaire qui a pris la suite des travaux de Roger Zoussoum sur les stèles phalliques éthiopiennes. Et en 2018, il y a un beau film qui était paru, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et là, les conditions politiques et la guerre actuelle nous a posé des problèmes pour réintervenir. On a pu y aller cette année. On espère que les accords de paix vont se mettre en place, que ce n'est pas très facile sur le terrain. Bref, on réinvestit à la fois, moi je m'occupe de la partie techno, c'est-à-dire de toute la chaîne opératoire, de l'extraction jusqu'à la mise en forme des stèles, y compris le transport. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir sur un des sites une route des stèles, c'est-à-dire des stèles qui ont été débitées en carrière, acheminées, mais cassées sur le parcours et qui ont été laissées le long d'un chemin ancestral qui est encore à l'heure actuelle utilisé. Et jusqu'à la mise en forme, après, tous ces glands, etc., sont mis en forme directement sur le site avant l'érection, si je peux me permettre de dire ça. On se situe en Éthiopie, près du lac Abaya, à ce niveau-là, dans la période, la zone qu'on appelle la zone Guédéo, ici, que vous voyez en rouge. Et c'est vrai que tout ce secteur est couvert, on en a couvert de milliers de stèles, on a trouvé 3 nouveaux sites cette année, avec plusieurs encore milliers, c'est assez impressionnant. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent ces sites. Il y en a des très complexes, il y en a des beaucoup plus simples, et c'est assez original de travailler sur ces modèles. Et voilà, on est en train de mettre en place une fiche d'enregistrement techno qui va permettre d'enregistrer toutes ces stèles pour pouvoir avoir des éléments de statistiques, de comparaison et d'études, d'analyse, à la fois des styles, la manière dont ils ont été taillés, voilà, la géologie, etc. Des travaux de numérisation importants sur le terrain. Et Vincent Hart s'occupe plus particulièrement d'un site qui s'appelle Sotiti, qui a des stèles, mais également tout un complexe funéraire en place. Et les découvertes de cette année sont assez exceptionnelles, avec de multiples corps, de multiples tombes, des vases en place et tout un système de pierres dressées qui a été abattu, réapproprié. Et donc tout ça va faire l'objet d'une analyse et sans doute de publication d'ici l'année prochaine. Voilà, je vous remercie.
José Antonio. Le retour. Bonjour, novament. Je vais parler un petit temps sur un site très particulier qui s'appelle la Torre Lajanera. Ce site est situé dans l'embouchure de l'effeuble de Guadiana, à un peu plus de 10 km de la mer. Le site, le placement est réellement étonnant. Et à la partie gauche, Espagne, à la partie droite, Portugal. C'est très proche à la frontière. Bon. Dans cet endroit, il y a beaucoup d'affleurements de grauwack que directement, si tu peux prendre, les transformer directement en mégalithes. Il y a beaucoup de matériaux disponibles pour faire architecture mégalithique. Nous avons fait quelques recherches initiales pour le projet de l'Université de Huelva et une entreprise d'archéologie qui s'appelle Cotacero. Nous avons fait une étude de surface à travers des techniques non invasives, des technologies d'information géographique. Nous avons fait les prospection, photogrammétrie digitale aérienne et terrestre, archéologie, quelques leaders, etc. Nous avons obtenu un résultat à notre avis exceptionnel. Philippe connaît bien le site, je ne sais pas si pensez la même chose, parce que nous avons vérifié de la première fois en notre région quelque chose d'intéressant pour l'avance de l'étude du mégalithisme. La première chose, c'est la convivence spatiale entre les monuments funéraires et la pierre dressée. C'est une situation que l'Espagne est peu connue. Une autre chose, c'est la grande diversité des monuments mégalithiques que nous avons documentés. Il y a beaucoup de monuments différents et aussi il y a un autre élément associé à los monuments mégalithiques, qui sont affleurements gravés, enfin, beaucoup de situations. Et le principal élément que nous pouvons dire de ce site, c'est l'expression mégalithique ancienne entre le naturel et l'artificiel, entre la roche et la construction humaine. Je vais montrer quelques images pour soutenir cette affirmation. Nous pouvons remarquer qu'il y a une grande quantité, densité et diversité d'architecture de pierre dressée. Nous avons documenté plus ou moins 1000 menhirs dans ce site, 1000 menhirs, de 1 à 3 mètres de long. La moitié sont in situ, en position verticale. Une autre moitié, c'est en position horizontale, c'est à tomber et coucher pour plusieurs facteurs, surtout pour la transformation d'eucalyptus et après pour la plantation d'avocats. La plupart de ces menhirs sont en brut, pratiquement sont roches naturelles et que prennent et la disposent en vertical. Il y a beaucoup de menhirs individuels, comme vous pouvez voir ces images, et aussi il y a groupes de menhirs. Je pense que c'est clair la position in situ des menhirs. Il y a peut-être un alignement de 1 à 6 fils de pierre dressée, très intéressant. C'est la première fois que nous avons documenté ces monuments dans la région. Il y a menhirs de différentes tailles et morphologies. Une autre question plus intéressante, c'est la présence de dolmens et sites mégalithiques, qui sont mégalithiques, qui sont construits directement dans l'affleurement. L'affleurement est transformé pour construire l'architecture et sont associés à un tumulus de pierre sèche. C'est notre nouvelle dans la région. La plupart des monuments, comme j'ai montré ce matin, sont construits avec argile et pierre. Ces monuments sont de pierre sèche, sont très différents à le monument connu. Il y a petits menhirs comme ça et des sites mégalithiques avec plateformes en pierre sèche ou tumulus. Une autre question sur la documentation, l'assistance d'enceintes mégalithiques qui sont très grands monuments, de grandes
une visualisation dans les paysages. Et dans la photo, je pense que vous pouvez voir que tous les éléments horizontaux sont pierres dressées, réutilisées pour la construction des murs de pierres sèches. C'est là. Et ce monument est construit avec grands blocs de pierres sèches disposés à différents niveaux de terrasse. C'est la plan de monument. Nous avons fini ces tâches de travail initial de surface et nous avons commencé cette année un projet entre l'Université de Huelva et l'Université d'Alcalá, que travaille Juan Carlos Vera, Primitiva Bueno, moi et beaucoup de collègues archéologues. Philippe a venu cette année et nous avons fait une fouille en deux sites, un petit dolmen qui est montré dans l'image et un monument au cercle de pierre. Et le résultat est intéressant parce que nous avons, je pense, démontré clairement qu'il y a un monument de pierre dressée bien préservé. C'est un monument ovale ou ouvert à l'est. Et il y a un ex axial clair de symétrie. Il y a 10 menhirs tombés, peut-être abattus intentionnellement en une taille postérieure à la construction, et une taille postérieure de réutilisation de la hache de fer. C'est un monument intéressant parce que c'est la première fois dans la région que nous pouvons documenter qu'on s'est dit en Portugal Cronlech ou construit de cette manière. Je pense que c'est mieux si remarquer les menhirs et les forces de calage de chaque menhir. Un peu plus d'informations dans ces publications que nous avons présentées et merci beaucoup pour votre attention. Juste pour préciser que c'est une découverte exceptionnelle. Je commence à être jaloux un petit peu de ces Espagnols qui trouvent des milliers de menhirs comme ça, du jour au lendemain. On a l'impression de Bretons qui sont allés en vacances en Andalousie. Hein, l'été, voilà. Et il ne vous a pas montré, mais il y a également une très belle stèle anthropomorphe typiquement bretonne qui est à proximité. Le sujet est vaste, très intéressant. On retrouve la même configuration que dans l'ouest de la France pour les fils de pierre dressée. C'est vraiment très étonnant, y compris pour les calages d'ailleurs, la mise en place. Donc, vivement la suite. Merci. Jean-Marc, large. Merci. Merci à vous tous d'être attentifs. Se posent plein de problèmes en ce qui concerne les pierres dressées, et notamment les pierres dressées à l'air libre, comme dit Philippe. Une question qui est récurrente dans notre problématique, c'est la question de l'émergence de ces fils de pierre dressée, de ces pierres dressées seules ou bien en fil. Cette question des origines. Elle a été traitée depuis déjà maintenant une bonne trentaine d'années, enfin au moins une bonne vingtaine d'années, et c'est un petit peu un serpent de mer, c'est-à-dire que quelquefois on garde la question sous le coude, quelquefois on la fait réémerger, et là je vais la faire réémerger de nouveau avec une petite des données qui sont des données insulaires de Bretagne et du Morbihan et qui nous viennent de l'île d'Edic, pas très loin d'ici. Alors l'île d'Edic, vous la connaissez peut-être, c'est une île qui se trouve au large de Quiberon, entre Quiberon et puis la Loire-Atlantique. Et sur cette île, il y a, comme vous le voyez sur l'image de droite,
il y a un certain nombre de monuments mégalithiques, dont des files de pierre dressées. Et jusqu'alors, nous en avons fouillé 2. Ce sont des choix qui sont des choix un petit peu subjectifs, dans la mesure, enfin subjectifs, oui et non. On a commencé par travailler sur une file de pierre qui s'appelle celle du Douet, que vous voyez ici. Alors c'est sur votre gauche en bas, qui a donné quand même des datations relativement anciennes, aux alentours du deuxième quart du 5e millénaire avant notre ère. Datations qui sont à peu près assurées dans la mesure où c'est un foyer qui est au pied de ce menhir un peu particulier que vous voyez à droite de la photo et qui est une figure anthropomorphe aussi, à la fois naturelle et préparée par les préhistoriques. Cette datation était intéressante parce que quelque part, il y avait un débat qui était mené notamment par pas mal d'archéologues bretons autour de cette question de l'émergence du mégalithisme, et tout le monde s'accordait plus ou moins, effectivement, à voir l'émergence de ce mégalithisme aux alentours du première moitié du 5e millénaire avant notre ère. Mais tout ça n'était pas alimenté par des preuves vraiment formelles, c'était plutôt une construction qui est une construction intellectuelle assez forte. Et vous remarquez que les céramiques que l'on a trouvées justement, qui sont juste à côté, que l'on a trouvées sur le petit site du Douet, sont des céramiques quand même très intéressantes parce que à la fois une influence plutôt continentale, plutôt liée justement à ce qu'on appelle le Villeneuve-Saint-Germain ou bien le Cerny. Et le Cerny, ce sont 2 complexes technoculturels que l'on va rencontrer justement à cette époque-là en Bretagne. Et un deuxième site qui a été fouillé aussi par nous, qui se trouve à peu près à, disons, 100 mètres à l'ouest du précédent, qui est la file de pierre dressée de Groorden à Edic, aussi, qui est comprise entre un bloc naturel et un couloir d'érosion marine à proximité d'une falaise. Et ces datations que vous avez, et ainsi que la céramique qui est associée, montrent que l'émergence de cette file de pierre dressée a commencé aux alentours, là aussi c'est pareil, du 2e quart du 5e millénaire avant notre ère. Tout ça donc est fort cohérent. Et puis, un petit souci quand même, quelque part, on se demandait, bon, ok, on a ces fils de pierre dressées qui apparaissent à ce moment-là, mais d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles font là? D'autant plus que les cultures continentales que je vous ai montrées, ou les complexes technoculturels que je vous ai montrés, ne sont pas forcément des complexes technoculturels qui mettent des pierres en érection comme cela, qui mettent des pierres en scène. Tout cela nous amène quelque part aussi à regarder un petit peu en amont, plus anciennement, que ce qui se passe à Edic. Et alors, je laisse de côté Göbekli Tepe, quand même, qui est en Turquie et qui va nous propulser dans le 10e millénaire avant notre ère. Pour vous montrer aussi qu'il y avait quand même des populations, disons, qui étaient à la charnière entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers producteurs, qui commençaient déjà à ériger des blocs, alors pas dans nos régions, parce que c'est en Turquie, mais ça existait quand même. Et on a eu la confirmation aussi en Israël, notamment à Atliyam, où on a ces pierres érigées, alors qui sont sous la mer, parce que la mer a remonté depuis. Mais tout le phénomène de mettre des pierres en scène ne date pas forcément du néolithique. Et par exemple, si on veut essayer de trouver ça plus, disons, localement en France, si on prend par exemple à la Fonte des Pigeons à Châteauneuf-les-Martigues, dans un contexte qui est du 7e millénaire, on a une petite pierre érigée comme ça, aussi en plus avec un décor en zigzag sur cette pierre, montrant que l'érection de ces blocs-là, c'était quelque chose aussi qui pouvait se penser chez les derniers chasseurs-cueilleurs. Et sur Edic, on a en plus le cimetière mésolithique, le célèbre cimetière mésolithique d'Edic, et notamment la sépulture K que vous voyez ici, là, en haut à droite, montrant aussi un bloc, s'il n'est pas érigé, il est du moins verticalisé. Et donc on avait, avec ce cimetière des derniers chasseurs-cueilleurs, on avait aussi la verticalisation, sans me tromper,
de ces pierres-là dès ces époques-là, dès ces époques anciennes. Et en plus, cette sépulture K nous pose quand même un sacré problème parce que, justement, elle est datée vraiment de la même manière que les monuments néolithiques des fils que l'on a fouillés à côté. Et on s'est dit, mais il y a peut-être une erreur de datation, ce qui était possible, mais en fait, les nouvelles dates qui ont été faites confirment que cette sépulture-là, ici, se situe plutôt dans la première moitié du 5e millénaire que dans le 6e millénaire, où on verrait mieux cette sépulture s'ancrer. Et j'ai mis aussi un bois de serre qui provient justement de cette sépulture K, là en bas à droite, tout simplement pour vous montrer que l'usure du pic en bois de serre, c'est un bois de serre outil, ce pic en bois de serre, l'hypothèse que j'ai, maintenant je ne l'ai pas prouvé de manière formelle, c'est que ça a pu servir effectivement à déroqueter le granit pour obtenir des pierres qui vont se verticaliser, puisque ces gens-là utilisaient aussi des pierres qu'ils extrayaient du substrat, alors qu'ils avaient plein de pierres à disposition pourtant, mais le geste d'extraire aussi la pierre est sans doute pas si innocent que ça. Et à Edic, à Groorden, sur la file de pierre dressée, la deuxième que je vous ai montrée, on a retrouvé, là voilà, par exemple, un très très beau calage d'un menhir. Le menhir est tombé depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu de ce calage? On trouve une pierre, comme ça, qui est cassée d'ailleurs. Vu la force du menhir, c'est normal qu'elle soit brisée, mais qui présente justement un petit apex tout en haut, fruit d'un petit travail des préhistoriques pour mettre en forme cette pierre et en faire une stèle. Donc ça veut dire que cette stèle-là ici est antérieure à la mise en place des pierres dressées, qui, je vous le rappelle, date du deuxième quart du 5e millénaire. Donc antérieure, ça veut dire que ça peut s'ancrer, de mon point de vue, aussi dans la fin du Mésolithique. Et donc, pourquoi pas participer aussi à quelque chose qui était de l'ordre de la verticalisation des pierres dès le Mésolithique, dès la fin du Mésolithique, au moins dans cette région. Et s'il n'y en avait qu'une, je dirais, ça ne prouve pas grand-chose, mais on en a plusieurs. Au Douet, justement, la petite file de pierres dressée à côté, là on en avait deux qui étaient là, qui étaient posées par terre au pied des menhirs, et puis avec des datations, comme je vous l'ai dit, de la première moitié du 5e millénaire. Et puis à Groorden, on en a retrouvé plusieurs, et plusieurs aussi qui étaient abattus, pareil, mises en forme de manière très très grossière pour faire des petites stèles anthropomorphes, et avec des datations, là, cette fois-ci, ancrées dans le 6e millénaire. Et là, ça nous pose quand même des sacrées questions. Et dans la publication que j'ai là, ici, je ne sais pas où elle est, si elle est là, j'en ai que 4. Voilà. Dans cette publication-là, je dis des choses qui sont en contradiction un petit peu avec ce que je viens de dire. Quoique je les ai dites avant, notamment quand on a fait le colloque à Saint-Pons-de-Thomières avec nos charmants amis, là, ici, j'avais dit qu'elles avaient été peut-être érigées au Mésolithique final, et donc elles ont été abattues. Et puis, patatras, mon collègue Emmanuel Mans, qui a travaillé avec moi sur ce site-là, me dit « Mais non, t'es un vrai charlot, c'est pas vrai, elles sont néolithiques, elles sont pas du tout mésolithiques. Pour preuve, celle du haut présente une crosse. Et la crosse, c'est un symbole gravé que l'on va retrouver chez les néolithiques, mais pas chez les mésolithiques. » Oui, mais alors... Donc du coup, j'ai abandonné l'idée, et dans ce bouquin, je dis, bon, j'arrête avec mon idée de mésolithique, et puis donc on va le mettre dans la première phase du néolithique, comme ça. Et puis, il y a Serge Cassin qui me demande un jour de visiter cette pierre-là. Et puis il me dit, voilà, c'est le troisième point, je te confirme, Jean-Marc, qu'il n'y a aucun impact anthropique de préparation du support, ni aucune crosse gravée. Mince, c'est le cas de le dire pour Emmanuel. Ça veut dire que ce qu'il a vu, ça n'existe pas. Vous voyez la difficulté qu'on a quelquefois entre scientifiques pour s'entendre. Lui, c'était le spécialiste de cette question-là, moi je l'ai cru. Et en fait, l'autre spécialiste de la question me dit « mais non, il n'y a rien ». Donc je reviens à mon hypothèse antérieure, à savoir que ça a pu être quelque chose
qui a été abattu au début du néolithique, mais qui préexistait auparavant à la fin du mésolithique. Donc cette gravure de crosse, qui était l'argument majeur, effectivement tombe de lui-même, et je reviens à mon idée première, même si dans le bouquin j'ai écrit le contraire. Voilà. Et en plus, quand on regarde un petit peu maintenant les données génétiques, paléogénétiques, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de mésolithique dans nos premiers néolithiques. Quand je dis un petit peu, c'est de l'ordre de 10 à 15%, c'est quand même pas mal. C'est plus que du Néandertal, par exemple, qu'on a. Donc, il y a eu un lien, c'est pas possible autrement. Et ce lien peut être confirmé par d'autres sites, comme celui du Homé, par exemple, où on a une fosse qui est datée, cette fois-ci, du premier quart du 5e millénaire, où on a une stèle aussi qui a été abattue, et avec un contexte qui est un contexte aussi du néolithique initial de la Bretagne. Et puis on peut aller plus loin comme ça aussi, on peut aller voir du côté du Moulin de Saint-Just, mais aussi en Vendée du côté du Bois de Fourgon. Regardez un petit peu aussi dans le tertre du Lanec-Ergaouer, où on a aussi une file de pierre dressée antérieure au tertre, et ainsi que les ouchettes à passer que Luc Laporte connaît, et même aussi à la table de Marchand sur l'alignement, la file de pierre. On a des datations aussi maintenant relativement anciennes pour ce phénomène-là de l'érection de ces blocs-là. Donc le lien, pour moi, je le fais, je continuerai à le faire, même si j'ai dit le contraire ici, je continuerai à le faire entre le mésolithique final et puis les premiers néolithiques. Vous voyez les questions qu'on se pose, et on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là, parce que si je prends le sud du Portugal, par exemple le menhir de Patalou, on a exactement le même phénomène par nos collègues portugais, et même espagnols d'ailleurs, de voir, malgré la belle carte que Schulz Paulson nous a faite, de voir aussi l'ancrage de ces monuments-là dès le tout début du 5e millénaire, peut-être justement en articulation avec les derniers mésolithiques, voire même le premier néolithique. Puis il y a un truc qu'il faudrait quand même qu'on essaye de résoudre, c'est que si dans le sud de l'Europe, on a plutôt un phénomène cardial, dans l'ouest de la France, on a plutôt quelque chose qui est du domaine continental, et la rencontre entre les deux a peut-être existé aussi, a sûrement existé, et il faudra bien qu'on la dénoue, un de ces quatre. Voilà, je vous remercie. Puis si vous voulez en savoir plus ou moins, puisque je reviens là-dessus, je vous conseille de lire tout ça. Merci. Oui, pour que tout le monde entende, je disais à Jean-Marc, jusqu'au jour où on trouvera une stèle vraiment mésolithique avec une crosse. Voilà, ça permettra à Jean-Marc de retomber sur ses pieds. Mais tout est possible. C'est vrai que sur le site de Quibi, sous la dalle de sol du dolmen trait de 8, il y a une lamelle qui semble typiquement mésolithique, qui serait peut-être en relation avec ces fameuses stèles anthropomorphes. Il nous manque souvent, c'est le plus difficile à dater, ces pierres dressées. Voilà, il y a encore du travail. L'évêque, au tableau. Merci. Donc, pour l'actualité, ce n'est pas tout à fait l'actualité. Pour la petite histoire, le confinement nous empêchant d'aller sur le terrain, j'ai travaillé en numérique. Donc, l'endroit où j'ai travaillé se situe... C'est quoi? C'est que je le prends à l'envers, voilà. Sur la crête de l'Aunis, qui se trouve entre le Marais Poitevin et les Maranges charentais au sud, et donc on va s'intéresser à la période néolithique. Perdu, gagné, voilà. Donc petit zoom, je vais m'intéresser à cette crête ici, où il y a un tumulus qui est connu, le tumulus de la Demoiselle, et j'ai mis en regard la crête qui regarde le Marais Poitevin, puisque là, il y a des tumulus qui sont connus, les moineaux, à Chanchalon aussi. Donc, on va aller regarder ce zoom, et donc, je précise, on va travailler sur les reliefs grâce aux données de l'IGN. Bon, là,
c'est les données du chaume pour la bâtie. Perdu. Gagné. Donc, voici toujours mon MNT, donc le modèle numérique de terrain, donc la partie numérique, où vous avez le relief représenté en courbe de niveau, donc là on les voit difficilement, et aussi en échelle de couleur. Donc le noir c'est le bas, le haut, la partie haute c'est la partie claire blanche. Bon, on voit pas grand-chose là-dessus, hein, on va s'intéresser à ça et on va aller regarder s'il y a des anomalies de relief sur ce secteur-là. Non, c'est bon. Donc voici un calcul où là il n'y a plus d'échelle blanc et noir. On est sur une échelle de couleur entre le jaune et le vert. Donc là c'est en creux. Donc vous voyez, on voit difficilement en bleu ou en vert là, les Talweg. Et les anomalies topographiques en mètres, là à 2,40 m en jaune ou en orange si c'est plus faible. On fait un petit zoom, donc on voit mieux les Talweg là, et je vais vous montrer la position ici du tumulus des Demoiselles, donc avec l'anomalie topographique qui ne se voit pas très bien là. Et puis je me suis posé la question, si on avait d'autres choses sur cette crête, pas pour rien, parce qu'on avait déjà travaillé sur cette anomalie-là topographique, et on va voir les résultats. Donc maintenant, je prends les points qui présentent des anomalies. J'ai fait un zoom juste sur ces secteurs-là. Donc vous voyez l'anomalie des Demoiselles. Donc le tumulus est partiellement abîmé, mais bon, il n'est pas si mal. Tiens, ça ressemble beaucoup. Ça, c'est totalement inconnu. Ça, ben, c'est celui qu'on a été regardé en géophysique avec les étudiants il y a quelques années. On s'est amusé à aller regarder s'il y avait un signal associé. Bon, en photo aérienne, il y a déjà des choses, donc c'est paraissait normal qu'on trouve quelque chose. Et puis là, c'est nouveau, il y a des choses là sur ce secteur-là, qui s'appelle le secteur de la Garde-aux-Vallées. Il y a un point fort, là, un château fort, non pas un château fort, une demeure fortifiée, donc qui est ici. Là. Donc là, l'anomalie topographique, ben, c'est la suite de la demeure fortifiée, mais par contre, il y a des petites anomalies ici, intéressantes à aller regarder. Donc on va aller regarder en géophysique. Donc sur celle-ci, donc ça c'est ce qu'on a fait avec les étudiants il y a quelques années. Donc vous voyez qu'on sort quelque chose, hein, l'échelle est la même, hein, c'est strictement la même échelle. Donc vous voyez que la topographie ne montre qu'une partie de l'anomalie, ou du moins il y a une partie de l'anomalie qui est difficile à voir. Donc vous voyez que ce qui est en rouge ou blanc, c'est une anomalie positive du champ magnétique. Donc ça veut dire qu'il y a des matériaux plus magnétiques à ces endroits-là. Donc ça veut dire qu'il y a un fossé. Donc on a un fossé et on a une structure en élévation avec peut-être un muret. C'est pas bon. Il faut qu'on précise les choses. Donc ça, on a un joli tumulus tout neuf à vous présenter. Cette anomalie-là, j'ai été aussi l'embêter un peu. Puis voilà ce qu'on sort. Bon, vous voyez peut-être une structure linéaire, là, curviligne, où en perpendiculaire, il y a une autre structure, là. A priori, ça, c'est des canalisations. Juste, on peut se poser la question, vous êtes archéologue, moi je suis géophysicien, mais la mémoire des hommes est intéressante, puisque là, j'interviewe les autochtones. Personne ne connaît ces canalisations. Bon, pourtant, il y a des gens qui, a priori, sont nés sur place et devraient les connaître. Et puis, l'autre partie, donc quand j'ai été sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait une anomalie topographique évidente qui me paraissait un tumulus ici. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans le secteur. Il s'avère qu'il y a un historien qui vit ici à la Garde-aux-Vallées qui m'a dit, ah mais dans les années 90, en photo aérienne, il y a
Éric Normand, qui a observé des traces d'une enceinte néolithique. Bon, moi je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi je vois un tumulus topographiquement. Donc j'ai été faire la carte d'anomalie du champ magnétique, et puis bon, il a fallu que je l'étende, puisque j'ai vu plein de fossés, et voir un fossé extérieur. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Il y a bien ici un tumulus. Donc moi j'avais une deuxième anomalie, manque de peau pour nous. Les Américains ont construit, pendant qu'ils étaient en France, après la guerre, une construction ici, à cet endroit-là. Ils ont détruit les choses, mais en 1950, il y a une photo aérienne. Donc là, le fond, c'est une photo aérienne de 1950. Et qu'est-ce que vous voyez? Un deuxième tumulus. Et donc, celui-ci, a priori, donc c'est celui-ci et celui-ci. Et ceci est a priori un troisième tumulus, mais là, l'agriculteur m'interdit d'aller jouer avec mes instruments dessus. Donc, ce qui veut dire que là, c'est à la même échelle, vous avez cette même anomalie, et l'anomalie topographique ici, donc c'est celle-ci. Donc ici, on a a priori un tumulus tout neuf, inconnu, qui malheureusement a dû être coupé par la voie de chemin de fer qui a été creusée il y a un siècle, qui est maintenant une route, mais qui a dû tronquer en deux ce joli tumulus, qui est ici. Et si on passe à la dernière diapo, c'est la dernière? Il n'y en a pas une suivante? Voilà, donc c'est juste pour reprendre. Vous voyez la photo de 1950, le tumulus là où l'agriculteur m'interdit l'accès. Donc là, on voit les maisons associées à la gare de Vallée. Donc ce tumulus et celui-ci qui sont a priori repris secondairement dans une enceinte. Donc ça, c'est les trois tumulus de même forme a priori, même si celui-ci, on n'a pas trop l'idée de la forme exacte, mais la topographie nous laisse entendre que c'est trois tumulus identiques. Et donc celui-ci qui est déjà cartographié, il y en a deux autres à l'est, identiques ou quasiment identiques. Donc celui du Mont d'Or, tout neuf, qui est coupé par la tranchée de la voie de chemin de fer, et celui de la Demoiselle, qui est connu depuis déjà bien longtemps. Je vous remercie. Pour préciser, c'est le RGE 1 mètre qui est utilisé et au maximum de sa résolution, c'est-à-dire 10 cm. Soyons clairs, quand on aura le lidar du secteur, on fera bien mieux. Martino. Merci. Alors, suite à la présentation de ce matin, évidemment, on peut s'interroger sur comment on pourrait protéger ces sites d'hypogée dans la Marne. Alors, comment on pourrait les protéger et éventuellement, comment on pourrait les aménager. Donc, je vais essayer de vous montrer un exemple. Alors, ce site que vous voyez là à l'écran, là en vue aérienne, donc vous voyez la clairière, a fait l'objet d'une fouille archéologique pendant 9 campagnes depuis 2013. Donc il est ici sur cette butte qu'on appelle la butte de Toulon, qui est à un peu moins de 200 mètres d'altitude. Ce site, donc, qui a fait l'objet de plusieurs campagnes, il a permis de mettre au jour, donc on le voit sur ce plan, 2 occupations successives. La première correspond à une minière de silex entre 4300 et 3700 avant notre ère, dont je ne parlerai pas ici aujourd'hui, et d'une deuxième occupation postérieure datée entre 3650 et 2950 avant notre ère.
Donc ici sur le plan, c'est la partie en bleu qui nous intéresse. Ce sont donc les 3 hypogées, ici, hypogée 1, 2 et 4. Voilà, donc c'est la partie bleue. La partie en orange, c'est la partie de la minière. Alors voilà tout de suite donc le site, pas tout à fait en fin de fouille. Là, on était dans la dernière campagne avec la dernière phase de fouille, où vous apercevez déjà sur environ 30, là on a 30-40 mètres de long, la minière au premier plan, dans la craie, creusée dans la craie, et puis vous commencez à apercevoir les ouvertures avec les couloirs et les entrées des chambres des hypogées. Donc, je répète, largement postérieures d'au moins 500 ans. Donc, si on s'approche, voilà le site en fin de fouille en 2018. Et voilà le site qui devrait, donc c'est bien au conditionnel, devrait faire l'objet d'un aménagement que je vais vous présenter tout de suite. Oui, j'avance. Voilà, un peu plus rapproché encore, ce site avec la minière de silex au premier plan, je répète, toutes les cavités qu'on voit dans la partie inférieure. Donc c'est pas bon encore. C'est la flèche. Ouais, voilà. Voilà, là c'est les cavités de la minière et puis au-dessus la partie de la nécropole d'hypogée. Si on regarde ça en coupe, là on voit aussi très bien sur la coupe du haut notamment ici la partie antérieure là donc qui correspond à la minière et le creusement du couloir qui amène à la chambre funéraire dans laquelle on rentre directement sans passer par une antichambre dans ce type de monument. Donc là ça correspond à des monuments funéraires de petite dimension pour les hypogées. Très rapidement, quelques vues de la fouille, je ne peux pas détailler, mais surtout la photo en bas à droite nous montre le creusement du couloir de l'hypogée à l'intérieur même des comblements supérieurs de la minière de silex antérieure du néolithique moyen. Autant vous dire que ça a été très complexe à démêler au démarrage de la fouille. Alors, un des premiers points qui a été majeur et moteur dans le projet d'aménagement que je vais présenter tout de suite, c'est la redécouverte de cette cabane. Là, on voit une cabane du 19e siècle recreusée dans un ancien hypogée qui probablement a été détruit, on n'en a pas de trace, une cabane de bûcheron, donc qui n'a pas grand intérêt patrimonial, mais c'est surtout que là, les bûcherons ont voulu élargir cette cabane pour en faire leur habitation temporaire, et ils ont fait cette ouverture que vous voyez là au 19e siècle, et en faisant cette ouverture, ils sont tombés sur un hypogée en place, souterrain évidemment, grâce à cette ouverture artificielle, et donc évidemment c'est une découverte incomprise à l'époque, totalement vidée, qui ensuite va permettre à Joseph de Baille de venir sur ce site, d'explorer le site, de trouver de nouveaux hypogées qu'il va faire fouiller. Et donc c'est la redécouverte de cet hypogée-là au milieu de la forêt en 2012, un monument qui était connu de la population locale mais totalement inconnu des archéologues, qui a été le déclencheur à la fois de cette fouille et aussi du projet d'aménagement que je vais vous présenter. Donc c'est un déclencheur double, si vous voulez. Donc là, on est à l'intérieur de cette chambre funéraire une fois nettoyée, où on avait même encore des dalles de fermeture encore en place, qu'on voit là à l'extrémité du couloir, qui lui-même n'était pas complètement vidé par les blaireaux. Ils en avaient bien abîmé une bonne partie, mais il restait encore une partie du comblement en place. Donc on voit sur la partie droite, ici, à la fin de la fouille. Je vais très vite, je suis désolé, mais je ne tiendrai pas en 5 minutes, mais je vais faire le maximum. Ici, sur le couloir de l'hypogée voisin, sur l'hypogée 2 en fin de fouille, voilà, juste pour vous montrer quelques images, vue rapprochée de ce couloir et puis de l'entrée avec l'aménagement de l'entrée. Ah, je suis allé en arrière, voilà, pardon. Celui d'à côté... qui est donc l'hypogée 4 avec également un couloir et puis
un aménagement de l'entrée avec un arc en plein cintre et puis une entrée aux valeurs très, très régulières. Voilà, et l'intérieur des chambres funéraires qui sont des petits formats, hein, puisqu'on est sur des superficies de 9 à 10 mètres carrés, hein, qui fait partie des plus petits monuments en hypogée de la région, mais qui sont très bien conservés. Ici, l'hypogée 4, extrêmement bien conservé, il avait été très bien préservé avec toutes les traces de creusement, y compris des traces au sol, de creusement au sol qui étaient préservées et qui ont pu être enregistrées. Donc voilà quelques images aussi de ces traces, comme on a pu en voir ce matin sur une autre nécropole, sur d'autres hypogées. Ici, ces traces exceptionnellement bien conservées, donc également à Vers-la-Gravelle. Là, on a pu faire de la numérisation 3D sur un site où on n'était pas sûr qu'il serait conservé. Bon, maintenant, vous allez voir que les nouvelles sont meilleures, mais à l'époque, on n'était pas sûr. Voilà, on avait fait cette numérisation qui permet de visualiser les cavités souterraines en 3 dimensions. Alors, le projet. Très rapidement, le projet d'aménagement, donc l'idée lancée en 2013, la communauté de communes, dès cette époque, dès 2014, a pris en main cette idée. Et donc, évidemment, le projet, je vous passe toutes les péripéties et les nombreux rebondissements. Ce projet n'a jamais été vraiment abandonné, mais voilà, ça a été long, cette construction, ces échanges, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan du projet touristique, le contenu culturel, le dialogue, évidemment, trouver les financements, etc. On est arrivé à ce projet qui donc est porté par la communauté de communes Aglo-Épernay. Donc, très rapidement, voilà, ici, il y a un projet de parking, je ne vois pas bien, là, voilà, un chemin qui amène sur le site, qui lui-même, donc, comme vous l'avez vu, se situe sur une très forte pente, et évidemment, la construction programmée d'un bâtiment, puisqu'on est sur de la craie, qui, évidemment, si elle n'est pas protégée, elle va disparaître totalement. Donc, l'idée, c'est donc la construction d'un bâtiment dans lequel on ne pourra pas rentrer. Et donc, on va voir ça tout de suite. L'idée, c'est de circuler autour de ce bâtiment. Alors, on retrouve, vous voyez ici la zone des vestiges, hein, c'est cette zone-là. Et ici, on est sur la partie basse, hein, avec une passerelle. Hein, les vues c'est des vues d'architecte, hein, dans les deux sens, hein, nord et sud. Et donc là, on circulera sur des passerelles à l'extérieur, hein, puisque je vous montre le montage. Ici, la mise en place des baies vitrées, la couverture, la charpente, pardon, et puis sur cette charpente, une couverture en polycarbonate, en matériaux qui sont suffisamment transparents pour laisser la lumière, mais qui filtrent les UV. Donc, un bâtiment qui permettra d'éclairer l'intérieur. Alors ensuite, très rapidement, pour finir, hein, quelques vues d'artistes. Donc, une circulation sur une passerelle autour du bâtiment. Là, on rentre à gauche, on peut aller dans cette cabane, voir l'hypogée qui a donc été découvert en 2012, qui sera donc visible à hauteur d'homme directement, dans lesquels les gens n'auront pas besoin de rentrer. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire que personne ne rentre sur le site, mais on peut voir le site grâce à cette fenêtre 19e siècle ouverte dans cette cabane. Et puis, pour le reste du site, on circule par l'extérieur, derrière des baies vitrées, sur cette passerelle, qui comporte également des panneaux d'explication. Évidemment, il y a tout un projet muséographique avec 4 stations explicatives, à la fois sur l'environnement et bien sûr sur le néolithique, les datations, les hypogées, mais aussi le contexte minier de ce secteur, etc. Donc il y a tout un discours pédagogique et muséographique qui est envisagé et qu'évidemment je ne vais pas développer ici. Voilà, je vous remercie. Eh bien, beau projet. On va faire des envieux. Sandra Sicard. Sa dernière communication des actualités, et on reprendra le cycle des conférences ensuite.
Bonjour, alors moi je vais vous parler de vestiges bien moins imposants que tout ce qu'on a pu vous présenter jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de vestiges découverts en contexte préventif. Le but de ces vestiges n'étant pas d'être conservés, mais bien d'être fouillés, et donc détruits par la fouille. Le premier site dont je voulais vous parler, c'est celui qu'on a fouillé. Donc il s'agit en fait d'une zone qui appartient à la commune de Carnac, dans le cadre de réaménagement d'un parking en fait de camping-car. On a fait donc un diagnostic, vous voyez, sur une surface de 2,3 hectares. Alors une zone bien abîmée par la mise en place notamment de cette zone de camping-car et de terrain de tennis, mais qui nous a malgré tout permis la découverte de vestiges mégalithiques abîmés, bien entendu, mais qui vient confirmer le fait que les lignes de menhir, enfin de pierres dressées qui sont ici les alignements du Mennec, étaient plus importants que ce qu'on peut voir aujourd'hui. On a ça sur des plans anciens, notamment les plans de Raison du Clesiou de 1873, où plusieurs lignes de pierres dressées sont portées sur son plan. Donc vous avez le plan, alors que je ne fasse pas de bêtises, je ne sais pas avec quoi avec quoi on montre, c'est ça? Ah oui, voilà, excuse-moi. Donc c'est le plan que vous avez ici, sur lequel donc, on voit des lignes de pierres dressées qui sont en dehors de celles qui sont encore visibles aujourd'hui. Et dans le cadre du diagnostic, on a effectivement découvert des vestiges. Vous voyez en fait plusieurs monolithes couchés, dont certains sont cassés. J'ai passé la diapo un peu vite. Et une fosse de calage que vous avez ici, voilà, qui accompagne ces vestiges. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus dans la mesure où il ne s'agit que d'un diagnostic. Probablement, il y aura une fouille. En tout cas, il y a une prescription de fouille qui a été faite. Mais voilà, qui laisse à penser, donc encore une fois, que ce sont peut-être des éléments en lien avec les lignes du Mennec qui sont encore existantes et donc qui donnent à penser des vestiges beaucoup plus importants que ceux qu'on peut observer aujourd'hui. Toute la difficulté d'un tel diagnostic, c'est évidemment de mettre en évidence des éléments mégalithiques, encore une fois comme ceux que vous pouvez voir sur la diapositive de droite, qui sont dans un contexte compliqué. Vous avez la stratigraphie ici à gauche, vous voyez tout le niveau de remblai mis en place avant la construction des terrains de tennis. Donc on est dans des conditions stratigraphiques un peu compliquées. Pour ces monuments, enfin pour ces vestiges-là, on ne sait pas s'ils sont en place. Ceux que je vous ai présentés, qui étaient dans la tranchée précédente, avec la fosse de calage qui est en place, on est sûr d'avoir quelques éléments encore in situ. Mais voilà, c'est la fouille qui apportera plus d'informations. Mais ce sont des données intéressantes, évidemment très ponctuelles, mais qui, petit à petit, dans un cadre préventif, nous amènent à apporter des données complémentaires à celles que l'on a sur cette région. Deuxième site sur lequel je suis intervenue cette année, donc sur la commune de Bels, donc le long de la rivière d'Etel. Vous voyez ici la localisation du site à proximité des dolmens de Kéruen. Donc il s'agit de deux dolmens, le dolmen 1, le dolmen 2, avec un coffre un peu plus récent au centre. Et nous, on a fait un diagnostic à 200 mètres au sud-est de ces monuments. Donc toujours dans le cadre d'un projet d'aménagement, ici de lotissement. Donc dans le cadre de ce diagnostic archéologique, donc, vous voyez, on a réalisé, comme d'habitude, des tranchées dans lesquelles on a mis au jour énormément de vestiges empirés qui, ici, ne sont pas mégalithiques, mais pour une partie correspondent en fait à la destruction de vestiges mégalithiques. Donc je vous montrerai juste après. Et dans quasiment toutes les tranchées, on a donc des vestiges empirés qui correspondent pour certains à des structures qui sont encore entières. Donc ici, des structures à pierre chauffée, qui font à peu près 1 mètre de diamètre,
Ici, probablement une structure qu'on a eu du mal parce qu'on ne l'a pas fouillée dans le cadre du diagnostic, mais peut-être une petite tombelle, ça reste à vérifier dans le cadre de la fouille. Et là, par exemple, des aménagements de trous de poteaux, donc probablement des structures d'habitat en association avec ces structures mégalithiques démantelées. Et ici, un autre exemple, il s'agit d'une fosse avec, vous voyez, une dalle. En fait, c'est un monolithe en réemploi qui est cassé à la base et qui a servi en fait de couverture à cette fosse. Donc on a juste levé cette dalle et effectivement en dessous on a un creusement mais qu'on n'a pas exploré dans le cadre du diagnostic. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce diagnostic toujours, donc, et la proximité des dolmens de Kéruen, c'est que, comme je vous le disais, on a plusieurs éléments mégalithiques. Ici, on a une dalle qui a été entièrement bouchardée en fait, sur la surface, qui a été cassée à une extrémité. On a plusieurs éléments comme ça qui montrent en fait qu'on a démantelé. Alors, un monument mégalithique, probablement pas, mais en tout cas des éléments mégalithiques, on les a cassés et pour les réutiliser. Donc, encore une fois, je ne peux pas caractériser dans le cadre d'un diagnostic exactement de quoi il s'agit, mais on a vraiment ces exemples-là à plusieurs reprises. Pour vous donner des exemples un peu plus précis, ici, ce sont des relevés donc des tranchées, de différentes tranchées. On a relevé donc tous les blocs et on a énormément de Alors, on a à la fois des outils. Ici, vous avez en fait des éléments ici, c'est probablement une petite molette. Là, on a un outil, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais tout le pourtour en fait a été ébauché. Il y a un grand éclat ici. Et on a comme ça une multitude d'objets en pierre qu'on n'a pas tous caractérisés. Encore une fois, la fouille viendra pour ça. On a, vous voyez, des blocs qui ont été recassés. Donc cette dalle dont je vous ai parlé qui a été elle aussi recassée. On a énormément de traces comme ça d'éléments qui ont été repris. Et donc la question est vraiment de savoir quel est le lien entre tous ces éléments anciennement mégalithiques et repris, sachant qu'on a pu caractériser le fait que toute une partie de l'occupation est du néolithique moyen 2, et on a une autre occupation, mais encore une fois il faut démêler parce qu'évidemment c'est un palimpseste et tout apparaît sur le même niveau, qui serait néolithique final bronze ancien. Donc il y a probablement une réappropriation en fait, d'un site par des gens du néolithique final ou du bronze ancien sur un site du néolithique moyen 2. Le néolithique moyen 2 étant la période d'érection des dolmens de Kéruen. Donc toute cette périphérie en fait, d'occupation de dolmens à couloir, vraiment un élément intéressant. Donc, juste pour finir, je m'arrêterai là, étant donné encore une fois que je n'ai vraiment pas tous les éléments de compréhension pour l'instant. Juste pour vous rappeler, pour mémoire, pour ceux qui les connaîtraient, qu'on est probablement dans quelque chose qui va ressembler soit au site de Bels, de Kerdruelan, à Bels, qui avait été fouillé par Stéphane Ingan et Christine Bougeot, dans lequel on a évidemment mis en évidence des menhirs couchés avec des fosses de calage, mais noyés au milieu en fait, d'une nappe de vestiges en granit. Donc il a fallu démêler tout ça. Ou encore, même peut-être plus probablement, le site de la Trinité, enfin de Manéroularde à la Trinité-sur-Mer, qui avait été fouillé par Nicolas Fromont, dans lesquels il y avait des nappes de blocs comme ça, pas mal d'outillage en fait en granit, et au sein desquels il avait pu mettre en évidence d'anciennes files de menhirs couchés et puis plusieurs types en fait d'occupation ou en tout cas d'activités sur le site. Donc je pense qu'on est dans ce type de site-là et à mon sens, on a parlé beaucoup mégalithes aujourd'hui, mais tous ces sites périphériques aux mégalithes sont aujourd'hui très intéressants à explorer parce qu'on les connaît très mal et que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en lien sur des sites en fait, de moyen terme comme ça, entre de l'habitat, qu'on connaît très très mal, alors là pour le coup, et des sites mégalithiques avérés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci aux 8 intervenants qui nous ont donc fait part de l'actualité de la recherche actuelle. Avant de continuer le cycle de nos interventions, il y a 2 cycles d'interventions
que vous allez avoir, nous allons passer une vidéo de la présentation de l'exposition du département 5000 ans avant Jésus-Christ en Morbihan, le néolithique s'explique. Alors, nous n'avons pas le son, mais on a l'image. Et on a le son.